Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de Micro-ondes et bienvenue sur ce rendez-vous d'Alain. Après le discours à cœur ouvert d'Ismaël sur le football, avec la rivalité Wenger et Mourinho, j'aimerais vous parler de sport mais vous envoyer de l'autre côté de l'Atlantique, chez nos amis américains. Alors je suis pas vraiment un fan de la culture américaine, la culture self-made man ou même de l'histoire de ce pays, mais bien une chose sur laquelle ce pays a su me rendre passionné, c'est sur sa ligue de basket. De ce qui me fait rester éveillé jusqu'à 4 heures du matin presque toutes les nuits, la NBA avec ses 82 matchs. Avec 82 matchs par saison, le basket américain permet d'avoir des matchs quasiment toutes les nuits, et avec seulement 30 équipes, les rivalités sont nombreuses entre les joueurs ou même entre les équipes, et donc chaque nuit prend lieu un combat avec son contexte propre. Alors, loin de moi l'envie de vous parler de Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James, etc. Non seulement parce que vous les avez sûrement suffisamment entendus, même en ne connaissant rien à ce sport, mais également puisqu'ils ne représentent pas la beauté de ce sport selon moi. Je vais m'expliquer. Alors, tout d'abord, un joueur comme Michael Jordan appartient désormais à la pop culture, et non uniquement à la sphère basketballistique. La récente série de reportages The Last Dance en est l'exemple parfait, puisque du fait que l'on parle de Michael, bon, excusez ma familiarité avec le personnage, on va désormais s'adresser au plus grand nombre, et donc on simplifie l'histoire et les faits de ce sport, ce qui est un peu malheureux à mon goût. Et puis ensuite, ces joueurs ont atteint le mont Rushmore, l'apogée de ce sport. Ils rentrent dans le débat des GOAT, enfin Greatest of All Time, et ne sont pas comparables entre eux, puisque leur nombre de titres ne se compte plus que comme des chiffres comparables, en faisant oublier la difficulté d'aller ne serait-ce qu'une finale une seule fois dans sa carrière en NBA. Alors c'est donc de ce constat que j'ai décidé de vous parler de quelques personnalités ayant plus ou moins réussi leur passage dans la ligue, ayant plus ou moins marqué la pop culture, mais tous ayant marqué l'histoire de ce sport. Découvrir un sport en y découvrant ses anecdotes, voilà l'objectif de ma chronique d'aujourd'hui. Bon, je vais devoir expliquer deux ou trois choses sur ce sport avant de commencer, malheureusement. Alors la NBA, elle comporte donc 30 équipes qui ne peuvent pas être reléguées. Cela veut dire que les équipes les plus nulles restent dans la ligue, peu importe leur performance. Alors il existe une multitude de règles en NBA qui permettent à ces équipes d'être compétitives en quelques années, mais la plus connue reste la draft. Bon, pour faire grossièrement l'explication de la draft, chaque année, toutes les équipes de la ligue se voient attribuer un rang à la draft en fonction de leur classement. La meilleure équipe de l'année récupère le moins bon rang, et la pire équipe récupère le meilleur rang. Donc la 30e, le premier, et donc la première équipe récupère le 30e rang. C'est compliqué pour vous? Bon, ça l'est encore plus dans la réalité, mais je ne vais pas définir. Mais vous allez me demander qu'est-ce que ça signifie cette histoire de rang? Et bien en fait, ce rang est en réalité un droit d'accès à un joueur universitaire. Ça a l'air encore plus compliqué, mais ça va prendre sens tout de suite. En fait, le système universitaire américain est juste dingue dessus. Il y a des jeunes de 20 ans en université qui sont déjà surveillés depuis qu'ils en ont 15. Donc chaque année, la pire équipe de l'année a le droit de récupérer le meilleur joueur universitaire qu'il veut. Il le choisit, c'est un droit d'accès et il est le premier à accéder à toute la liste de joueurs universitaires s'ayant inscrit. Donc ce joueur-là sera automatiquement sous contrat pour cette équipe, il n'a pas le choix, lors d'une soirée où l'avenir de beaucoup d'équipes se joue. Donc le deuxième peut choisir après, etc. etc. C'est donc de cette manière qu'un jeune de 21 ans fut drafté, donc choisi, par les San Antonio Spurs en première position de la draft en 1997. Donc Tim Duncan avait déjà un certain passif malgré son jeune âge auprès de la ligue, et il était surtout très attendu. Originaire de la Sainte-Croix, le petit Duncan était parti pour faire une carrière olympique de natation, ce qui n'est pas commun, mais cela devint impossible à cause d'un certain Hugo, en fait Hugo c'est le nom de l'ouragan qui a tout défoncé à Sainte-Croix en 89. Du coup, pour faire de la natation, vu qu'il y avait une seule piscine olympique à Sainte-Croix, c'était un peu compliqué parce que la piscine était morte de chez morte, quoi. Tout était éclaté. Puis l'année d'après, c'est sa mère qui meurt d'un cancer. Donc l'ambiance, ça a été pas folle chez les Duncan. Bon, mais entre-temps, enfin, il fait 2,11 m, mais le petit Duncan avait découvert le basket et compte bien sur son talent inné pour décrocher une bourse. Cependant, sa mère lui demande, avant de mourir, de lui promettre qu'il finira sa scolarité, peu importe qu'il soit boursier ou pas. Là, le drama, il est ultime. Du coup, en 95, à 2 ans avant de finir ses études, on lui propose d'aller à la draft et il dit non, je vais finir mes études pour la mama. Donc il refuse d'aller à la draft une première fois, même chose en 96. Il voulait absolument tenir cette promesse, sauf qu'en 97, durant sa dernière année d'études, son ultime année universitaire, une équipe de NBA perd sur blessure son meilleur joueur, et cette équipe, c'est les Spurs. Saison à chier pour eux sans leur joueur star. Ils finissent avec le premier choix. Et là, paf, tu fous Tim Duncan avec la star qu'ils avaient déjà, ça te fait un duo meurtrier. Je vais pas citer le palmarès de Tim Duncan parce que ça en finit pas, mais 2 fois MVP, ou l'équivalent du Ballon d'Or, et 4 titres NBA, avec ça, t'es rapidement considéré comme étant l'un des meilleurs.
Mais pourquoi parler de lui alors que j'avais promis de parler de joueurs moins importants? Alors, premièrement, je fais ce que je veux, c'est ma semaine. Et deuxièmement, alors tu vas comprendre, attends 2 secondes. Donc déjà, il a gagné ses titres en 99, 2003, 2005 et 2014. 15 ans entre le premier et le dernier. Mate la longévité du mec. Il les a toutes gagnées en étant le patron en plus de l'équipe, hein. Ah, ce joueur n'était pas fantastique à regarder comme un Kobe, mais il était inarrêtable. Big Fundamental, c'était son surnom. Il jouait un jeu sobre, tout comme sa personnalité. Le mec ne s'énervait jamais, ne criait pas, même après un panier important. Enfin, il y a des exceptions, vous trouverez des vidéos de lui qui crie, mais il criait jamais, ok, c'est ça qu'il faut retenir. Il s'énerve même pas quand Kevin Garnett lui souhaite, je cite, joyeuse fête des mères, fils de pute, en plein match, hein, en sachant pertinemment pour la mère de Tim. Non, 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 Tim Duncan, il était la force sage. 2 m 11. Tout le monde voulait le suivre, comme Tony Parker, avec qui il a fait quasiment toute sa carrière, qui nous dira un peu plus quelque chose en France. Un grand joueur dont le calme, la sympathie et l'humilité contrastaient énormément avec l'immense majorité des joueurs ayant joué dans la ligue. De plus, il est resté toute sa carrière chez les Spurs, avec le même coach. Mate la fidélité. Alors, il y a des joueurs qui ont un peu plus voyagé, donc un par exemple qui a joué d'ailleurs avec Tim Duncan, mais qui a joué dans beaucoup d'autres équipes, c'est monsieur Robert Horry, dont j'aimerais vous parler juste après. Alors Robert Horry est un joueur qui jouait pas énormément de minutes dans chaque match. Si on regarde ses moyennes de carrière, il a mis que 7 points de moyenne par match durant sa carrière, donc c'est pas grand-chose, voire même rien du tout. La seule différence, c'est que lui, il a gagné 7 titres, voilà, plus que Kobe Bryant, plus que Michael Jordan, plus que LeBron James, voilà, plus que beaucoup trop de légendes du basket, c'est un peu louche. C'est louche venant d'un joueur qui est pas vraiment complet. Il est pas très fort en finition, il savait pas très bien défendre. Bref, il excellait pas dans grand-chose. Enfin, si, il excellait dans une chose, shooter à 3 points dans les dernières minutes d'un match. Ça a été l'un des meilleurs que le basket ait connu. Tellement clutch, ou décisif, comme vous préférez, que sur le site de la NBA, et c'est véridique, on évaluait le niveau de clutchitude d'une action sur une échelle de 1 à 5 Robert Horry. C'est-à-dire qu'il y avait un nombre de têtes de Robert Horry en fonction de si tu étais plus ou moins décisif durant les dernières minutes d'un match. Ah, il a gagné 7 titres pour cela. Un joueur qui va pas exiger un gros salaire, ni beaucoup de minutes, tant que tu lui fais confiance pour là où il sait se rendre utile. C'est ce qu'on recherche absolument dans le basket, et c'est ce qu'un coach aime le plus. Le joueur dont j'aimerais vous parler juste après s'appelle Len Bias, et je suis sûr que la plupart des personnes qui sont fans de basket qui m'écoutent n'en ont sûrement jamais entendu parler, tout simplement parce qu'il a jamais joué une seule minute en NBA. Bon, avant de vous le présenter, j'aimerais vous expliquer quelque chose sur comment fonctionnent les transferts en NBA, mais c'est pour que vous compreniez mieux le personnage, c'est pour votre bien. Donc en NBA, il existe des moyens pour que les nuls deviennent forts, comme la draft, mais aussi des moyens pour que des équipes fortes ne deviennent pas trop fortes. Donc il existe un cap salarial à ne pas dépasser, empêchant les meilleurs joueurs de jouer dans la même équipe. Cela a plusieurs conséquences. D'abord, il est possible de cumuler des contrats de stars dans la même équipe, oui, c'est possible, mais ça implique d'avoir beaucoup moins de marge disponible pour les joueurs qui vont jouer sur le reste du terrain ou pour tes remplaçants. Bref, tu prends un énorme risque quand tu fais ce genre de pari. Mais ça aussi implique que les transferts fonctionnent différemment. On ne peut pas aller voir une équipe et dire file-moi Griezmann pour X millions. Non, non, non. En NBA, on échange les joueurs. Du coup, on échange les contrats d'ailleurs. Donc ça veut dire que si je veux échanger des joueurs pour renforcer mon équipe, je dois faire un package d'une masse salariale à peu près équivalente. Ça complexifie énormément l'accès à certains joueurs. Alors il s'avère qu'on peut aussi échanger un pic de draft. C'est là où ça devient intéressant. Exemple, je suis la pire équipe de la ligue. Toi, auditeur, tu es la meilleure équipe de la ligue. Je vais te demander ton meilleur joueur contre mon vieux joueur là à qui j'ai fait l'erreur de donner plein plein de fric. Mais aussi je te file mon premier choix de draft. Voire même, tiens, telle équipe, donne-moi tel joueur contre tel joueur, et je te donne mon choix de draft pour 2025. Ce qui signifie qu'il choisira à ma place et me prendra ce joueur. Et du coup, bah, moi j'espère être fort en 2025 pour que ce pic n'ait pas de valeur pour lui. Donc c'est sur ce genre d'opération que les Celtics récupèrent le choix de draft 1986 d'une autre équipe. Or, les Celtics, ils étaient monstrueux à cette époque-là, ils venaient de finir premier de la ligue, ils récupèrent le deuxième choix de draft via les mauvaises performances de l'équipe avec qui ils avaient fait échange. Du coup, ils draftent un joueur nommé Len Bias, donc, promettant un avenir d'or pour cette équipe déjà au sommet. Problème, pour célébrer cette sélection en deuxième place, Len décide de faire la fête. Un arrêt de cocaïne plus tard, il sera victime d'un arrêt cardiaque à cause d'une arythmie non repérée jusqu'à là. Il reste un des plus grands fantômes que la NBA regrette et son histoire tragique reste un des plus grands drames de ce sport. Bon, du coup, pour finir avec une note un peu plus humoristique, quoique, j'aimerais vous parler de Dennis Rodman. Ah, j'adore Dennis Rodman.
Voilà, j'adore Dennis Rodman. Le mec ne sait que défendre et prendre des rebonds. Il scorait pas, il sait pas faire de passes, il fait le sale boulot et il adore faire ça. Mais c'est en dehors des terrains que je vais vous en parler et c'est là-dessus qu'il s'est fait aussi énormément remarquer. Niveau extravagance, on est sur du haut level. Franchement, allez sur Google Images, vous verrez la gueule du type, c'est incroyable. Du coup, ce que je vais faire, c'est citer quelques faits historiques de la part de ce grand homme qui nous servira plus ou moins de conclusion. Alors on commence en beauté en 81 avec un dépucelage en règle dans un camtar. Dennis et ses potes n'avaient que 20 balles, mais t'inquiète pas, ça a suffi. En 93, il est retrouvé au volant de sa bagnole avec une carabine chargée sur le parking du Palace de Détroit. Il expliquera avoir tué l'ancien Rodman ce soir-là. Vous n'êtes pas prêt pour la suite. En 94, il débute une relation avec Madonna, faut le faire. 95, première de ses 3 fractures du pénis. Voilà, il a voulu courir en fait et sauter dans Madonna. Ça arrive. En 96, alors il y a un livre, Bad as I Wanna Be, qui sort sur lui. C'est un gros succès et il fait sa promo sapée en robe de mariée. Vu qu'on parle de cinéma, il est aussi dans le cast de Double Team avec Jean-Claude Van Damme. J'adore Jean-Claude Van Damme, putain. Et c'est un nanar culte. Alors, en 98, il se marie avec Carmen Electra, la plus grande rivale de Pamela Anderson, sur les plages de Malibu. Le mec est trop fort. En 98, toujours la même année, il se pointe en tutu et débardeur rose lors d'une soirée à Vegas. Le mec n'arrête pas, puisque la même année, il affronte Karl Malone lors d'un combat de catch. Putain, c'était beau l'année 98 quand même. Bon, et puis on peut aller un peu plus loin, tu vois, par exemple en 2010, lors d'une soirée avec les Hamptons. Alors il joue au DJ, tout ça, il s'amuse. Il oublie de se débrancher avec son micro et tout. Il rentre dans sa chambre. Sauf que le coquin, il a ramené 6 nanas dans sa piole et le club tout entier aura le privilège d'assister à la fête. Si ça, c'est pas magnifique. Et puis après, en 2011, il fête sa 50 ans en nuisette rose. Peak Lady, le retour. Voilà, j'en ai plein d'autres encore de lui prenant des avions pour aller faire des choses avec Carmen Electra, tout ça. Mais je vais rester sur cette anecdote qui date de 2013 et qui dure jusqu'à maintenant. C'est le fait qu'en 2013, il a rencontré Kim Jong-un et en fait, les deux mecs ils sont devenus super potes. Donc à l'heure actuelle, le seul lien qu'a le reste du monde avec la Corée du Nord, c'est Dennis Rodman. Je sais pas si j'ai peur ou si j'ai envie de pleurer de joie. Merci beaucoup en tout cas, et à une prochaine fois sur Micro-ondes, la radio qui réchauffe les cœurs.